Je vais te dire quelque chose d'inconfortable. Ils n'ont peut-être pas brûlé des hérétiques. Ils ont peut-être brûlé une autre définition de l'être humain. Mars 1244. Le vent racle les pierres de Montségur comme s'il cherchait déjà à effacer les noms. La forteresse tombe après des mois de siège. En bas, dans ce qui deviendra le Prat d'Els Krema, plus de 200 cathares refusent d'abjurer et montent vers le feu. Voilà l'image que l'histoire aime garder. Des silhouettes, des flammes, une fin propre, presque commode. Une tragédie nette, une hérésie détruite, un dossier refermé. Sauf que l'histoire réelle n'a rien de propre. Elle bave, elle résiste, elle cache des fragments dans les angles morts. Et Montségur n'est pas la fin. C'est le moment précis où le secret commence. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas seulement « Qui étaient les cathares ?» La vraie question est plus dérangeante. Qu'ont-ils compris de l'humanité pour qu'on déploie contre eux une croisade entière, puis une machine inquisitoriale capable de poursuivre jusqu'au dernier berger, jusqu'au dernier foyer, jusqu'au dernier murmure? La croisade dite albigeoise, lancée au début du XIIIe siècle contre les cathares du Midi, n'a pas seulement cherché à corriger une erreur théologique. Elle a aussi cassé un monde politique, culturel et spirituel du sud de la France. Officiellement, on purgeait une hérésie. En réalité, on redessinait la carte du pouvoir. Et c'est là que les archives secrètes cathares deviennent fascinantes. Parce qu'il ne faut pas imaginer tout de suite une salle souterraine pleine de coffres, de parchemins reliés de cuir et de clés en fer rouillé. Le secret cathare est plus subtil, donc plus inquiétant. Il tient justement au fait qu'il reste très peu de textes produits par les cathares eux-mêmes. Leur voix directe nous parvient en morceaux, à travers quelques manuscrits survivants et à travers des dossiers rédigés presque toujours par leurs ennemis. En d'autres termes, nous essayons de comprendre un peuple spirituel disparu à travers les papiers de ceux qui l'ont pourchassé. Et rien que cela devrait vous mettre mal à l'aise. Car oui, des textes cathares ont survécu. Pas assez pour rassurer un historien, suffisamment pour troubler n'importe qui. Le plus important est le livre des deux principes, conservé dans un manuscrit florentin lié aux cathares lombards, aux côtés de ce qu'on appelle le rituel de Florence. Des chercheurs ont montré que ce manuscrit n'est pas un simple objet figé, mais un témoin vivant, avec des ajouts, des signes de lecture, des traces de circulation au sein d'une culture dissidente bien réelle. Cela change tout. Cela signifie que le catharisme n'est pas seulement une caricature inventée par l'Église pour justifier la répression. Il y a bien eu une pensée, une théologie, une discipline, une mémoire. Et cette mémoire a survécu assez longtemps pour être copiée, transmise, annotée, méditée. Alors, que disent ces fragments? Ils disent quelque chose de radical, quelque chose qui, même aujourd'hui, garde une force de déflagration. Les cathares défendaient une forme de dualisme, deux principes, l'un bon, l'autre mauvais, l'immatériel relevant du bien, le monde matériel relevant du mal. Le corps n'était pas une gloire, le monde visible n'était pas un triomphe, la matière n'était pas le chef-d'œuvre de Dieu, mais le lieu d'une captivité. Dans cette vision, l'être humain n'est pas un animal qui a conquis la terre. Il est une étincelle perdue dans une prison de chair, un exilé qui a oublié d'où il vient. Voilà, peut-être, la première révélation des archives cathares sur l'humanité. Nous ne sommes pas chez nous ici. Tu sens la violence de l'idée? Regarde comme elle renverse tout. Si l'homme n'est pas d'abord un corps, alors les hiérarchies fondées sur le sang, la richesse, la terre, la puissance militaire, tout cela perd soudain son prestige. Si l'âme est étrangère au monde matériel, alors posséder davantage n'est pas réussir.
c'est s'enfoncer plus profondément dans le piège. Si la vraie patrie n'est pas ici, alors les empires deviennent ridicules. Les palais ressemblent à des décors, les couronnes à des accessoires. Et même certaines formes de religion institutionnelle commencent à trembler, parce qu'elles s'appuient précisément sur l'ordre visible, sur le sacré encadré, sur la médiation, sur le monopole du salut. C'est peut-être pour cela que la question des cathares dépasse largement le Moyen-Âge. Ce qu'il révèle sur l'humanité n'est pas un simple dogme exotique. C'est une accusation portée contre notre manière habituelle de nous définir. Nous nous présentons comme des bâtisseurs, des propriétaires, des héritiers, des citoyens, des producteurs, des guerriers, des conquérants, des consommateurs, des vainqueurs de la matière. Les cathares auraient peut-être répondu « Non, tout cela n'est qu'un costume. L'homme réel est ce qui souffre d'être enfermé dans le costume. Et attention, ici, il faut être précis. Cela ne signifie pas qu'il détenait une vérité scientifique cachée, comme un code secret sur l'ADN ou une carte des étoiles dissimulée dans une grotte pyrénéenne. Le vrai vertige est ailleurs. Il est philosophique, spirituel, presque anthropologique. Les fragments cathares suggèrent que l'humanité se trompe sur elle-même depuis très longtemps, que nous prenons la prison pour la maison, le reflet pour le visage, le poids pour l'identité. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce qu'une civilisation entière peut fonctionner sur l'oubli de cette distinction. Et voici le deuxième coup de théâtre. Ce que nous appelons archives secrètes cathares ne se trouve pas seulement dans leurs rares manuscrits. Cela se trouve aussi dans les dossiers de l'Inquisition. Ironique, non? Ceux qui voulaient effacer ont aussi conservé. Ceux qui voulaient faire taire ont enregistré. Ceux qui voulaient prouver l'erreur ont figé des bribes de vérité dans leurs procès-verbaux. Le registre de Jacques Fournier, évêque de Pamiers entre 1318 et 1325, devenu plus tard le pape Benoît XII, est l'un des témoignages les plus extraordinaires sur les derniers milieux cathares et sur la vie paysanne médiévale. Des centaines d'interrogatoires, des détails obsessionnels, des voix minuscules, des existences qui, sans ces pages, auraient disparu sans laisser d'ombre. Et là, brusquement, l'histoire change d'échelle. On quitte les forteresses, on quitte les bûchers monumentaux, on entre dans les maisons, dans les cuisines, dans les étables, dans les chemins de montagne. Les archives inquisitoriales ne montrent pas seulement des doctrines, elles montrent des femmes qui se souviennent d'une visite, des bergers qui transmettent un nom, des voisins qui savent qui a hébergé un bonhomme, qui a reçu le consolement, qui a embrassé un croyant, qui a parlé trop librement près du feu. Ce n'est plus une religion abstraite, c'est un réseau de mémoire humaine, une foi portée par des gens qui n'avaient ni palais, ni armée, ni bibliothèque royale. Et pourtant, ils tenaient encore. Voilà la deuxième révélation. L'humanité ne survit pas par ses monuments. Elle survit par ses transmissions minuscules. Réfléchis à ce que cela implique. On a souvent l'impression que l'histoire appartient aux puissants parce qu'ils la gravent dans la pierre. Faux. La pierre impressionne, mais ce sont les voix qui durent. Une idée peut perdre une guerre, perdre un territoire, perdre ses chefs, perdre ses temples, et continuer à vivre dans la mémoire d'une vieille femme, dans la fidélité d'un berger, dans une formule répétée à voix basse au bord d'un lit. Les archives cathares révèlent peut-être ceci. L'homme est d'abord un animal de transmission. Pas de domination, pas de production, de transmission. Et c'est précisément pour cela que la répression a été si méthodique. On n'a pas seulement voulu tuer des croyants, on a voulu casser la chaîne, couper la phrase au milieu, faire en sorte qu'aucun enfant, plus tard, ne puisse demander
Et si c'était eux qui avaient vu juste? Montségur, justement, n'est pas seulement un lieu de martyrs. C'est aussi un lieu de rumeurs. Un lieu où l'histoire factuelle et le mythe se regardent dans les yeux. Des témoignages médiévaux ont nourri l'idée qu'un trésor avait été évacué avant la chute de la forteresse. Les historiens admettent l'existence d'une trésorerie liée à la communauté réfugiée sur place, mais tout le reste, manuscrits secrets, Graal, objets sacrés, révélations ultimes, appartient au domaine des hypothèses et des reconstructions postérieures. Et pourtant, cette légende persiste. Pourquoi? Parce que nous sentons intuitivement que ce peuple n'a pas laissé derrière lui seulement quelques pièces et quelques reliques. Il a laissé une question ouverte. Et si le vrai trésor n'avait jamais été l'or? Et si ce qui a fui, ce qui a été caché, ce qui a circulé ensuite par l'Italie, par les milieux dissidents, par des copies incomplètes, par des traditions déformées, c'était une anthropologie interdite, une manière de regarder l'homme que l'Occident institutionnel ne pouvait pas absorber sans se contredire? Là, évidemment, nous quittons le terrain des preuves strictes, mais pas celui des indices, car les manuscrits survivants montrent bel et bien une culture cathare instruite, capable d'argumentation théologique, de lecture biblique serrée, de cohérence doctrinale. Rien à voir avec le fantasme commode d'une foule confuse, émotionnelle, superstitieuse. Le plus troublant, c'est que cette culture s'intéresse moins à conquérir le monde qu'à le démasquer. Chez eux, la grande affaire n'est pas d'améliorer la prison, c'est de comprendre qu'elle en est une. Tu vois à quel point cette idée reste actuelle. Aujourd'hui encore, nous vivons dans des structures qui nous promettent le bonheur par l'accumulation, par la vitesse, par la visibilité, par l'adhésion au système. Les cathares auraient posé une question simple, presque insultante. Et si tout cela n'était qu'un décor destiné à t'empêcher de te souvenir de ce que tu es? Voilà pourquoi les archives cathares ne révèlent pas seulement quelque chose sur une secte médiévale. Elles révèlent une faille permanente dans l'humanité. Une part de nous soupçonne depuis toujours que le monde visible ment, que la brutalité ordinaire n'est pas normale, que la compétition généralisée n'est pas la loi naturelle, mais l'effet d'un désordre plus profond, que quelque chose en nous se souvient d'une autre origine, même sans savoir la nommer. Et pourtant, les cathares ne sont pas de simples rêveurs éthérés. C'est ce qui les rend plus intéressants. Leurs traces montrent une religion vécue, structurée, avec ses rites, ses hiérarchies, ses engagements, ses textes. Le livre des deux principes n'est pas le délire d'un solitaire. Le manuscrit florentin révèle un milieu de lecture, de copie, de méditation, tout un travail intellectuel souterrain. Cela veut dire que l'intuition d'une humanité exilée n'était pas seulement une émotion mystique, c'était un système, une architecture de pensée, une tentative cohérente d'expliquer pourquoi le monde est si douloureux, si injuste, si étrange. Et là, quelque chose devient presque terrifiant. Peut-être que les archives secrètes cathares révèlent moins un secret sur le cosmos qu'un secret sur nous-mêmes. L'être humain supporte très mal l'idée d'être libre intérieurement. Il préfère souvent une prison bien décorée à une délivrance qui exige de tout réévaluer. Il préfère un monde imparfait, mais familier, à une vérité qui oblige à se détacher. C'est pour cela que tant de pouvoirs ont triomphé dans l'histoire. Ils n'ont pas seulement écrasé par la force, ils ont proposé une forme de sommeil acceptable. Les cathares, eux, dérangeaient le sommeil. Ils disaient, au fond, « Réveille-toi. Ce que tu appelles la réalité n'est peut-être pas la réalité ultime. Ce que tu appelles ta vie n'est peut-être que la partie visible de ta captivité. Et ce que tu crois posséder te possède peut-être davantage
que tu ne le possèdes. Comment ne pas voir le danger politique d'une telle vision? Un homme persuadé que son âme vaut plus que le monde matériel devient difficile à gouverner. Une femme convaincue que la vérité n'est pas dans les fastes de l'Église ni dans la puissance du Seigneur devient difficile à soumettre. Une communauté qui pense que la lumière ne dépend pas des institutions devient imprévisible. Voilà pourquoi les archives cathares sont importantes. Elles montrent que la bataille n'était pas seulement religieuse. Elle concernait la définition même de l'humain. Alors, que reste-t-il aujourd'hui? Des pierres, des cendres, des registres, quelques manuscrits sauvés presque par accident, et une disproportion étrange entre le peu qui subsiste et l'immensité de ce que cela suggère. C'est toujours comme ça avec les vérités dangereuses. Elles ne reviennent pas sous forme de monuments entiers. Elles reviennent sous forme d'échardes. Une phrase recopiée, un nom dans un interrogatoire, une doctrine incomplète, un rituel rescapé, un silence trop net à l'endroit où devrait se trouver le reste. Et peut-être que le vrai secret commence précisément là. Parce que plus on approche des cathares, plus on comprend que leurs archives ne nous demandent pas seulement ce qu'ils croyaient, elles nous demandent ce que nous avons accepté d'oublier. Elles nous demandent à quel moment l'humanité a commencé à préférer la possession à la conscience, la sécurité à la vérité, l'ordre visible à la liberté intérieure. Elles nous demandent si nous sommes des êtres tombés dans la matière, ou simplement des êtres devenus amnésiques. Et le plus dérangeant, c'est que leurs ennemis ont peut-être conservé assez de traces pour que cette question survive. Pas assez pour refermer l'enquête, juste assez pour l'ouvrir. Leur secret n'était pas enfoui sous une dalle. Il passait de bouche en bouche. C'est cela, la première erreur quand on imagine les cathares. On pense à une forteresse, à un coffre, à un parchemin caché derrière un mur. Mais leur véritable archive, celle qui a le plus dérangé leurs ennemis, n'était pas un objet. C'était une manière de vivre, une manière de marcher, de manger, de parler, de prier, de se taire. Au cœur de cette vie se trouvait un rite d'une simplicité presque offensante. Le consolement. Pas de cathédrale, pas de théâtre, pas d'or, pas d'encens qui monte en spirale jusqu'au plafond peint. Juste un engagement, des paroles, un passage. Le rite cathare que les sources ont conservé montre à quel point tout reposait sur l'esprit, sur la transmission et sur la discipline intérieure, au point que le postulant promettait notamment de ne jamais jurer volontairement. C'est minuscule, et pourtant c'est gigantesque. Car une humanité qu'on définit par sa parole tenue plutôt que par sa naissance, sa terre ou ses richesses devient déjà une autre espèce de société. Imagine la scène. Pas de foule, pas de fanfare sacrée, pas de geste triomphal destiné à impressionner les voisins. Quelqu'un s'avance, souvent tard, parfois déjà proche de la mort, parfois au contraire sur le point d'entrer dans une vie plus rude encore. On l'instruit, on l'examine, on attend. Puis vient ce basculement par lequel il cesse d'être seulement un croyant pour devenir un être engagé tout entier. Et là, les archives cathares nous soufflent une idée très étrange sur l'humanité. L'homme n'est peut-être pas ce qu'il possède, mais ce à quoi il renonce. Nous avons été dressés à admirer l'accumulation. Eux plaçaient le poids du côté du dépouillement. Nous appelons cela faiblesse. Eux y voyaient peut-être la preuve qu'une âme avait enfin compris qu'elle ne sortirait jamais de sa prison les mains pleines. Avant que la grande machine de destruction ne se mette en place, ces croyants n'étaient pas toujours des ombres traquées. Un témoignage rapporté par Guillaume de Puylaurens rappelle qu'avant la croisade, ils avaient des maisons dans les villes et les places fortes, et qu'ils y prêchaient ouvertement à leurs croyants. Voilà ce qui trouble. Il a existé un moment où cette dissidence ne vivait pas encore seulement dans les fissures du paysage, mais au grand jour. Puis la pression s'est resserrée.
après l'instauration de l'Inquisition pontificale dans le Midi, au début des années 1230, la persécution devient systématique et les formes mêmes de la vie cathare se modifient. Les maisons, les haltes, les refuges, les circulations discrètes prennent une importance nouvelle. L'archive cesse alors d'être une bibliothèque. Elle devient une géographie secrète, une porte ouverte au bon moment, une grange à l'écart, une lampe qu'on couvre avec la main quand quelqu'un frappe trop tard. Et plus on entre dans cette géographie, plus une autre vérité apparaît, très gênante pour le monde médiéval officiel. Les femmes n'y sont pas seulement présentes, elles comptent. Les travaux historiques sur les sources inquisitoriales montrent que leur rôle fut actif et central, à la fois comme croyante et comme parfaite. Il faut rester juste. Les mêmes études rappellent qu'on ne voit pas de femmes parmi les évêques ou les diacres de la hiérarchie cathare connue, et qu'il ne faut pas idéaliser au point d'inventer une égalité parfaite. Mais il demeure un fait têtu. Des femmes abritent, enseignent, accompagnent, reçoivent, transmettent, soutiennent la continuité du groupe, et une part importante des parfaits identifiés dans les sources étaient des femmes. Là encore, la leçon sur l'humanité est acide. Peut-être que ce monde a eu si peur des cathares, non seulement parce qu'ils contestaient la matière, mais aussi parce qu'ils distribuaient l'autorité spirituelle d'une manière beaucoup moins confortable pour l'ordre dominant. Regarde comme les détails deviennent soudain plus éloquents que les grands sermons. Dans les dépositions, on voit des hommes réparer une cabane où vivent des parfaites, transporter du bois, trouver un abri, faire une tunique, porter des châtaignes, chercher de la nourriture. On voit des croyants sortir de nuit pour ravitailler ceux qui ne doivent plus attirer l'attention. On voit une foi qui n'est pas d'abord une abstraction métaphysique, mais un système de soins clandestins. Et l'on voit aussi, dans d'autres témoignages, des cathares refuser de tuer des animaux, même lorsqu'ils sont eux-mêmes en danger. Ce détail, à première vue presque anecdotique, est en réalité un coup de tonnerre. Il suggère une frontière morale déplacée. Là où le monde féodal célèbre la chasse, la guerre et le droit de prendre, eux regardent le vivant avec une réserve radicale. Ce qu'ils révèlent alors sur l'humanité est brutal. L'homme ne devient pas grand quand il domine, mais quand il accepte de ne pas frapper, même quand il le pourrait. Bien sûr, ce tableau n'a rien d'inoffensif. Une communauté capable d'exister par de simples gestes de fidélité est beaucoup plus difficile à écraser qu'un château. Un château tombe. Un geste, lui, peut se répéter. C'est pour cela que la répression ne s'arrête pas au champ de bataille. Elle descend dans les villages, s'assoit dans les maisons, écoute les rumeurs, note les parentés, reconstitue les itinéraires. Les résistances, elles aussi, changent de forme. En 1242, des inquisiteurs sont tués à Avignonnet. L'événement montre que la guerre contre l'hérésie n'est pas seulement un débat d'école, c'est un conflit de société, chargé de terreur, de vengeance, de mémoire accumulée. Puis viennent les dernières chutes des places symboliques, Montségur d'abord, Quéribus ensuite. Mais même là, le feu n'obtient pas tout. Il détruit des corps plus facilement qu'il ne détruit des habitudes de croire. Et voici le point où l'affaire devient vraiment déroutante. Plus on avance dans les sources, plus on comprend que le secret cathare ne réside peut-être pas seulement dans ce qu'il croyait, mais dans la manière dont il lisait. Un Nouveau Testament en occitan, auquel est joint un rituel cathare, a survécu. D'autres manuscrits et rituels subsistent aussi, notamment dans les traditions italiennes. Certes, l'origine exacte de certains témoins a été discutée par les chercheurs, et tout n'est pas simple. Tel manuscrit a pu circuler entre milieux dissidents voisins, tel autre a été remanié, copié, déplacé. Mais justement,
Cette complexité est précieuse. Elle prouve que nous ne sommes pas devant un mythe en carton-pâte. Nous sommes devant une culture écrite, capable de lire l'écriture dans la langue des gens, capable de joindre au texte biblique un usage rituel propre, capable de se souvenir d'elle-même malgré les chasses, les confiscations, les bûchers. Une hérésie sans bibliothèque ne survit pas. Une hérésie qui lit dans la langue du pays devient autre chose, une contre-civilisation. Or, une contre-civilisation ne menace pas seulement par ses dogmes, elle menace par son vocabulaire. Dans les registres inquisitoriaux de Jacques Fournier apparaît une expression occitane fascinante, entendenza del bé, qu'on peut rendre par compréhension du bien ou entendement du bien. Les historiens discutent le sens exact de cette formule. Représente-t-elle un noyau authentique d'autocompréhension parmi ceux qu'on appelait les bons chrétiens? Ou bien s'agit-il d'une catégorisation fixée, durcie, presque fabriquée par les scribes et les inquisiteurs? Quelle que soit la réponse définitive, le vertige est déjà là. Les archives révèlent que l'humanité peut être capturée par les mots qu'on lui impose. Celui qui nomme façonne ce qui sera retenu. Celui qui interroge décide parfois de ce que l'autre voulait dire. Et celui qui rédige le procès commence déjà à écrire l'histoire future. C'est pour cela qu'une question moderne pèse maintenant sur tout le dossier Cathare. Des chercheurs contemporains soutiennent qu'il faut revoir en profondeur l'idée d'un catharisme unique, parfaitement cohérent, presque monolithique. Certains vont jusqu'à dire que les cathares, tels qu'on les a longtemps décrits, sont en grande partie une construction née des polémistes médiévaux, puis des historiens modernes. D'autres répondent qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main les rituels préservés, les textes dualistes, les traces d'organisation ecclésiale, les continuités entre Languedoc et Italie. Tu vois le piège? Même aujourd'hui, le procès n'est pas fini. Ce qu'on débat encore, ce n'est pas seulement une doctrine, c'est le droit d'un groupe disparu à avoir réellement existé selon ses propres lignes. Et si les archives cathares révèlent quelque chose sur l'humanité, c'est peut-être ceci. Les vainqueurs ne se contentent pas d'éliminer les vaincus. Ils discutent ensuite leur réalité même. Pourtant, malgré cette bataille savante, certains noyaux résistent avec une force presque insolente. Il y a bien des rituels, il y a bien des réseaux de refuge, il y a bien des bons hommes et des bonnes femmes qui circulent, enseignent, reçoivent des marques de respect, transmettent le Notre Père, préparent le consolement, vivent d'une austérité qui impressionne jusqu'à leurs ennemis. Il y a bien des maisons où l'on entre sur recommandation, des villages où l'on sait qui a hébergé qui, des bergers qui connaissent les passages vers les montagnes, des croyants qui risquent leur peau pour quelques heures de présence sacrée. On peut discuter le mot, les catégories, la cohérence générale. On ne peut pas faire disparaître cette texture humaine. Et c'est là que le secret reprend sa forme initiale. Il n'est pas dans l'abstraction. Il est dans la densité d'une fidélité vécue. Une fidélité assez forte pour traverser la peur, les interrogatoires et la fatigue du temps. Puis viennent les derniers visages. Les plus dangereux dans toutes les histoires sont souvent les derniers. Non parce qu'ils disposent d'une armée, ils n'en ont plus, mais parce qu'ils savent ce qu'ils portent au moment où presque tout est perdu. Au début du XIVe siècle, les survivants cathares se déplacent, se cachent, passent vers la Catalogne, reviennent, nouent des liens fragiles entre exil et mémoire. Des sources liées au dossier Fournier montrent que des exilés se regroupent autour de Bélibaste, lui-même échappé de prison, et que les manœuvres d'infiltration pour l'attirer dans un piège s'intensifient à la veille de sa chute. Le dernier grand moment cathare
n'est donc pas un immense drame public, c'est une chasse lente, presque poisseuse, menée contre des êtres déjà réduits à très peu de choses visibles. Et comme souvent, c'est précisément à ce moment-là que leur signification devient maximale. Car un homme traqué, qui continue malgré tout à porter une vérité, agit comme un miroir. Il oblige chacun à se demander ce qu'il aurait lui-même sauvé du naufrage. Alors demande-toi ceci. Qu'est-ce qui restait vraiment à ces derniers croyants? Plus de protection politique, presque plus de place forte, très peu de textes, des itinéraires dangereux, des communautés effrayées. Et pourtant, quelque chose tenait encore. Ce quelque chose n'était ni une institution triomphante, ni un trésor de métal. C'était une certitude intérieure sur ce qu'est l'être humain. Pas une bête faite pour servir le monde matériel, mais une conscience en exil. Pas une créature née pour s'agenouiller devant la force visible, mais une étincelle appelée à se souvenir. C'est pour cela que les archives cathares, même mutilées, même recopiées par des mains hostiles, conservent une charge étrange. Elles ne disent pas seulement « Voici une hérésie d'autrefois ». Elles murmurent « Et si l'homme s'était trompé de royaume depuis le début ?» Et à partir de là, tout change. Les bûchers ne servent plus seulement à punir. Ils servent à recouvrir une question trop dangereuse. Les interrogatoires ne servent plus seulement à savoir. Ils servent à encadrer ce qu'il sera encore permis de penser de l'humain. Même les manuscrits rescapés cessent d'être de simples textes. Ils deviennent des éclats d'un miroir cassé, chacun reflétant une part de cette intuition interdite. Nous avons peut-être accepté comme naturel un monde qui ne l'est pas. Nous avons peut-être pris la violence pour une loi, la possession pour une vocation, la lourdeur pour une identité. Eux disaient autre chose, pas toujours de la même manière, pas sans zone d'ombre, pas sans débats internes ni relecture postérieure, mais ils disaient autre chose, et ce autre chose ne s'est pas éteint à Montségur. Il a continué à marcher dans les montagnes, sous des noms usés, dans des maisons sans blason, jusqu'à ce qu'un dernier feu pense enfin avoir tout fini. C'est justement là que l'histoire devient la plus dangereuse. Parce qu'à partir du moment où une foi n'a plus de murs, plus de villes, presque plus de livres, et qu'elle continue pourtant à inquiéter les puissants, cela veut dire qu'on n'est plus devant une simple doctrine. On est devant un virus de conscience. Quelque chose qui voyage sans bagage, qui n'a besoin ni d'un trône, ni d'un temple, ni d'une armée, et qui, malgré cela, continue de produire un effet presque insupportable. Il oblige l'être humain à se demander s'il vit dans la vérité ou dans une habitude très bien décorée. C'est ce qui se passe avec les derniers cathares. Leur monde visible rétrécit, mais leur portée grandit. Plus ils deviennent rares, plus leur silhouette se charge d'un poids symbolique. Ils ne sont plus une population, ils sont une survivance. Et une survivance, c'est toujours plus inquiétant qu'une foule. Une foule, on la disperse. Une survivance, on ne sait jamais si on l'a vraiment atteinte. Elle peut se cacher dans un visage, dans une formule, dans un souvenir d'enfance, dans un silence trop net, quand l'inquisiteur pose la bonne question. Prenez le cas des derniers bons hommes passés par l'exil. Ils ne ressemblent plus à des chefs religieux installés dans une société tolérante. Ils ressemblent à des braises transportées à la main à travers le vent. Languedoc, Catalogne, villages reculés, maisons d'accueil, itinéraires risqués, fidélité mince mais tenace. Le catharisme finissant ne se lit plus comme une puissance. Il se lit comme une obstination. Et c'est peut-être ici que les archives révèlent leur troisième secret sur l'humanité. L'homme n'est pas seulement un être qui croit. Il est un être qui continue à croire quand presque tout lui prouve qu'il devrait céder. Regarde comme cette idée est étrange.
On nous dit souvent que l'être humain est pragmatique, qu'il s'adapte, qu'il se range du côté du vainqueur, qu'il révise ses convictions quand les circonstances deviennent trop dures. Et c'est vrai, souvent, mais pas toujours. Il existe une zone beaucoup plus profonde où certains êtres deviennent capables d'une fidélité qui défie même l'intérêt, même la peur, même la fatigue. Pas la fidélité spectaculaire des statues et des discours. Non. Une fidélité presque idiote, vue de l'extérieur. Une fidélité qui fait héberger un fugitif alors que tout est perdu. Qui fait marcher de nuit pour porter un message. Qui fait continuer à appeler frère ou bonne chrétienne quelqu'un que le monde a déjà condamné à l'effacement. Voilà ce que les papiers d'inquisition laissent voir malgré eux. Ils veulent dresser la carte d'une contamination. Mais à force de tout noter, ils laissent aussi apparaître le contraire de ce qu'ils cherchaient. Ils révèlent la texture d'un monde humain où la vérité ne circule pas comme un décret. Elle circule comme une confiance. Et cette confiance, dans les dernières décennies, devient plus précieuse encore que les textes. Parce qu'un manuscrit peut brûler. Une confiance, elle, peut se déplacer. Il faut s'arrêter un instant là-dessus. Nous avons tendance à croire que les civilisations tiennent par leurs institutions. C'est confortable. Cela donne l'impression que ce qui dure est forcément ce qui s'organise le mieux, s'administre le mieux, s'impose le mieux. Les cathares, surtout à la fin, racontent presque l'inverse. Ils montrent qu'il existe des vérités incapables de gagner le monde, mais capables de traverser sa brutalité par simple attachement humain. C'est beaucoup moins glorieux, beaucoup moins photogénique aussi. On n'en fait pas de grandes fresques, on en fait des lignes dans des registres. Et pourtant, ces lignes tremblent encore. Puis vient l'un des épisodes les plus froids, les plus presque modernes de toute cette histoire. La trahison calculée. Pas la grande bataille, pas l'assaut frontal, pas le choc héroïque. Non, le piège, la fatigue exploitée, les fidélités retournées, les relations utilisées comme des clés. Un monde finissant se fait approcher non par une armée, mais par une ruse. Et soudain, ce qui était encore une traque religieuse prend un visage universel. Parce que cela ne concerne plus seulement les cathares. Cela concerne tous les mondes persécutés. Quand on ne peut plus les écraser par la force, on apprend à parler leur langue, à emprunter leur chemin, à se glisser dans la confiance qui leur restait. Là, le personnage de Guillaume Bélibaste apparaît comme une ombre fascinante. On a souvent voulu en faire le dernier cathare, comme si l'histoire avait besoin d'un dernier visage pour fermer la porte. En réalité, les choses sont toujours plus floues. Il n'était sans doute pas seul à porter encore cette mémoire. Mais il incarne quelque chose de terrible. Le moment où une tradition entière semble tenir sur les épaules d'hommes trop humains. Pas des prophètes de marbre, pas des saints peints à l'or. Des êtres qui ont peur, qui se déplacent, qui parlent trop parfois, qui dépendent d'autrui, qui peuvent être dénoncés, piégés, récupérés. Et c'est précisément ce qui le rend si important. Car si une vérité ne peut vivre qu'à travers des êtres fragiles, alors le drame n'est plus seulement théologique. Il devient organique. Il devient presque biologique. La transmission dépend de corps qui vieillissent, de mémoires qui hésitent, de loyauté qui craque. Vous voyez le retournement? Les cathares avaient bâti une vision dans laquelle la matière est inférieure, trompeuse, lourde. Or, au moment de leur disparition, tout dépend justement de cette matière qu'ils regardaient avec méfiance. Les routes, les maisons, la faim, la fatigue, les vêtements, les montagnes, la chair qu'on torture, la bouche qui parle sous pression. C'est l'un des paradoxes les plus violents de toute l'affaire. Une spiritualité qui veut délivrer l'étincelle du monde doit malgré tout traverser le monde jusqu'au bout. Elle ne peut pas s'en abstraire.
Elle doit passer par des pieds gelés, des toits bas, des voies cassées. Comme si l'histoire leur murmurait une ironie impitoyable. Tu peux mépriser la prison, mais il faudra tout de même franchir chacun de ces couloirs. Et plus on regarde cela de près, plus une question surgit, presque insupportable. Les cathares avaient-ils raison, au moins sur un point fondamental? Non pas dans tous les détails doctrinaux, non pas dans l'architecture complète du dualisme, mais sur une intuition centrale. Le monde visible est-il réellement aussi fiable que nous aimons le croire? Parce qu'après tout, qu'est-ce que montrent ces siècles? Une église qui prétend sauver les âmes, mais qui organise des chasses. Des pouvoirs qui invoquent l'ordre pour justifier la terreur. Des systèmes qui se présentent comme protecteurs tout en perfectionnant la surveillance. Franchement, à la lumière de tout cela, leur soupçon paraît moins extravagant qu'on ne le dit souvent. Peut-être que le scandale cathare ne résidait pas d'abord dans l'idée de deux principes. Peut-être qu'il résidait dans une lucidité trop nue sur le fonctionnement réel du monde. Il voyait que la violence aime se présenter comme la gardienne du bien. Il voyait que les structures les plus lourdes revendiquent toujours la légitimité sacrée. Il voyait que l'homme a une capacité presque illimitée à appeler ordre ce qui l'écrase, à appeler salut ce qui l'attache, à appeler réalisme ce qui le mutile intérieurement. À ce niveau-là, leur message dépasse complètement leur temps. Il devient une clé pour comprendre pourquoi tant de sociétés, hier comme aujourd'hui, finissent par collaborer avec ce qui les diminue. Et c'est ici qu'apparaît l'autre face des archives secrètes. Elles ne conservent pas seulement ce que les cathares disaient, elles conservent aussi ce que leurs ennemis ne comprenaient pas, ou comprenaient trop bien. Quand un inquisiteur interroge avec minutie sur les visites, les repas, les gestes, les formules, il montre malgré lui qu'il sait quelque chose d'essentiel. Le vrai danger n'est pas toujours dans la théorie. Il est dans la manière dont une théorie devient une manière d'être. Une doctrine abstraite peut rester dans un livre. Une manière d'être, en revanche, transforme les corps, les habitudes, les priorités, les peurs. Elle change la vitesse d'une vie. Elle change ce que l'on accepte ou non de faire pour survivre. Et là, soudain, le pouvoir se sent menacé. Car enfin, qu'est-ce qu'un cathare parfait dans les dernières années? C'est quelqu'un qui ne pèse presque rien politiquement, mais qui reconfigure autour de lui les comportements. On lui donne refuge, on lui donne la meilleure place, on l'écoute. On modifie l'organisation d'une maison pour le recevoir sans danger. On lui confie des choses qu'on ne dirait à personne d'autre. En termes très simples, il déplace le centre de gravité morale d'un espace. Il devient une présence qui réordonne silencieusement le monde autour d'elle. Et cela, pour toute autorité centralisée, est un cauchemar. Les archives nous amènent alors à une idée plus vaste encore. Peut-être que l'humanité n'est jamais totalement gouvernée par les systèmes dominants. Peut-être qu'il existe toujours, sous la surface, des contrecartes, des géographies intérieures, des réseaux minuscules qui obéissent à d'autres hiérarchies, à d'autres fidélités, à d'autres espérances. Le monde officiel fait semblant d'être tout le monde. En réalité, il y a toujours des gens qui vivent déjà ailleurs, même s'ils n'ont pas quitté leur village. Les cathares finissants illustrent cela de façon presque parfaite. Ils habitent les mêmes montagnes, parlent souvent la même langue, traversent les mêmes chemins que les autres, et pourtant, ils vivent dans un autre univers moral. C'est peut-être cela, au fond, qui les a rendus inoubliables. Pas seulement le bûcher, pas seulement la pureté supposée, pas seulement l'aura romantique que les siècles plus tardifs projetteront sur eux. Non. Ce qui continue à attirer, c'est cette possibilité troublante qu'un groupe humain
et tenter de vivre comme si le monde dominant n'était pas la réalité ultime, comme si l'essentiel se jouait ailleurs, comme si la vraie catastrophe n'était pas de perdre sa place, sa terre, son confort, mais d'oublier sa provenance intérieure. Et pourtant, il faut rester honnête. Il serait trop facile de transformer les cathares en héros parfaits, presque transparents, comme s'ils échappaient à toute contradiction. Les sources montrent des tensions, des zones grises, des écarts entre idéal et pratique. Des croyants temporisent, des soutiens hésitent. Certains calculent, d'autres parlent sous contrainte. Quelques figures paraissent moins lumineuses dès qu'on les approche de près. Bref, nous ne sommes pas dans une légende propre. Nous sommes dans de l'humain, donc dans du mêlé. Et c'est précisément pour cela que leur dossier est si fort. Parce qu'ils ne parlent pas d'anges. Ils parlent d'êtres imparfaits qui ont malgré tout porté une idée plus grande qu'eux. Or, une idée plus grande que ceux qui la portent produit un phénomène très rare. Elle continue après leur faute. Elle survit même à leur médiocrité parfois. Elle laisse derrière elle une vibration. Pas une structure stable, pas un héritage administratif. Une vibration. Et c'est cette vibration que les siècles suivants vont capter, déformer, fantasmer. Les romantiques y verront un peuple pur écrasé par Rome. Les ésotéristes y grefferont le Graal, des lignées cachées, des trésors souterrains, des révélations cosmiques. Les régionalismes y chercheront une mémoire blessée du Midi. Les historiens, eux, feront le ménage, corrigeront, protesteront, nuanceront. Mais même après le ménage, quelque chose reste. Un résidu dur, une étrange impression de manque. Comme si les cathares n'avaient pas seulement disparu, comme si avec eux avait disparu une réponse possible à la question. Qu'est-ce qu'un être humain s'il refuse d'être défini par le monde qui l'écrase? Et c'est ici que l'enquête bascule presque en métaphysique. Supposons un instant que les archives secrètes cathares ne soient pas seulement des textes ou des procès. Supposons qu'elles soient une forme de miroir. Pas un miroir qui montre leur visage, mais un miroir qui montre nos propres chaînes. Alors, tout ce dossier prend une autre profondeur. On ne lit plus les cathares pour savoir ce qu'ils croyaient au XIIIe ou au XIVe siècle. On les lit pour mesurer ce que nous acceptons aujourd'hui comme normal, la vitesse imposée, l'obsession de posséder, la mise en concurrence de tous contre tous, la confusion entre confort et salut, la dévoration continue du vivant. Franchement, si un cathare ouvrait les yeux sur notre monde, combien de temps lui faudrait-il pour conclure que le principe mauvais a simplement changé de costume? Le plus troublant, c'est qu'il n'aurait peut-être pas complètement tort. Car regarde autour de toi. Nous vivons dans une civilisation qui promet sans cesse l'émancipation et produit une fatigue chronique, qui jure libérer l'individu tout en raffinant des formes de dépendance invisibles, qui valorise l'autonomie tout en organisant des systèmes d'attention capturés, qui parle d'abondance, tandis qu'une grande partie de l'humanité ressent un vide grandissant. Les cathares auraient sans doute reconnu là quelque chose de familier, un monde expert dans l'art de faire passer la captivité pour une évidence. Voilà pourquoi leur souvenir ne s'éteint pas. Pas parce qu'ils auraient laissé un coffre quelque part sous les ruines. Pas parce qu'une poignée de chercheurs ou de rêveurs continuerait à leur prêter des pouvoirs occultes. Non. Leur souvenir insiste parce qu'ils touchent un air permanent de l'expérience humaine. Cette sensation qu'il y a peut-être une erreur au centre. Une erreur ancienne. Une erreur si profonde qu'on l'appelle désormais réalité. Et quand une tradition touche ce nerf, même mutilée, même vaincue, même presque réduite au silence, elle devient difficile à tuer complètement. On peut brûler les corps. On peut confisquer les livres. On peut redessiner les cartes. On peut même convaincre le futur
que les vaincus n'étaient qu'une illusion mal comprise. Mais tant qu'il reste quelque part l'idée que l'homme n'appartient pas entièrement au monde qui le possède, le dossier n'est pas clos. Et c'est là que le dernier piège se referme. Car peut-être que la véritable archive secrète des Cathars n'a jamais été cachée dans une montagne. Peut-être qu'elle a été déposée dans l'esprit humain lui-même, comme un souvenir presque effacé, comme une gêne sans nom, comme l'impression persistante que quelque chose, dans ce monde, demande à être démasqué. Et ceux qui ont poursuivi les derniers parfaits, jusque dans les replis des chemins, ne traquaient peut-être pas seulement des hommes. Ils traquaient cette mémoire-là. Ils savaient, ou pressentaient, qu'une fois réveillée, elle ne s'arrête pas à une religion disparue. Elle commence à juger toute civilisation. Et c'est peut-être pour cela que les Cathars n'ont jamais vraiment disparu. Historiquement, oui. Leur église s'effondre. Leurs réseaux sont cassés. Leurs derniers représentants connus sont traqués, piégés, condamnés. Guillaume Bélibaste, souvent présenté comme le dernier parfait cathare connu en Languedoc, est exécuté à Villerouge-Termenès en août 1321. Et cette date sert souvent de borne symbolique à la fin du catharisme organisé dans le Midi. Mais une borne historique n'est pas une disparition mentale. Elle ferme un calendrier. Elle n'éteint pas une question. Car ce qui me trouble le plus dans toute cette histoire, ce n'est pas seulement la violence de la fin, c'est ce qui arrive après. Une fois les corps réduits au silence, une seconde bataille commence. La bataille pour le sens. Qui étaient-ils vraiment? Des hérétiques dualistes? Des chrétiens dissidents? Une construction partielle de l'appareil inquisitorial? Un monde spirituel détruit puis simplifié par ses vainqueurs? Voilà le coup le plus subtil. Même après leur mort, les Cathars continuent d'être disputés, comme si leur simple souvenir refusait de se laisser ranger dans une case administrative, comme si l'archive brûlée avait relâché une fumée qui ne voulait plus se dissiper. Et c'est là qu'apparaît le dernier vertige. Parce qu'à force de vouloir les retrouver, les siècles suivants ont commencé à les réinventer. On leur a prêté le Graal. On leur a prêté des cavernes initiatiques, des lignées secrètes, des messages codés, des révélations sur Marie-Madeleine, des trésors cachés dans les Pyrénées, des savoirs transmis dans l'ombre jusqu'à l'époque moderne. Une grande partie de ces récits appartient à la légende tardive, à l'occultisme moderne ou aux reconstructions romantiques, non aux sources médiévales elles-mêmes. Les études sur la mémoire cathare montrent justement que les Cathars sont devenus, bien au-delà de leur histoire propre, une figure culturelle réinventée dans l'Occitanie moderne et dans l'imaginaire populaire, tandis que l'association avec le Graal a surtout été amplifiée par des auteurs beaucoup plus tardifs. Mais attends, avant de balayer tout cela d'un geste méprisant, pose-toi la vraie question. Pourquoi tant de mythes se sont-ils accrochés à eux? Pourquoi les Cathars, plus que d'autres groupes médiévaux persécutés, ont-ils attiré autant de projections? Pourquoi cette obstination à leur confier des secrets immenses? Pourquoi ce besoin de croire qu'ils n'étaient pas seulement des vaincus, mais les gardiens de quelque chose d'inachevé? La réponse est peut-être plus grave qu'elle n'en a l'air. Quand une civilisation écrase un groupe en prétendant sauver la vérité, puis qu'il reste malgré tout un malaise dans la mémoire, alors les générations suivantes cherchent un nom pour ce malaise. Elles inventent parfois. Elles exagèrent. Elles habillent les ruines avec des symboles plus grands qu'elles. Mais cette exagération elle-même signifie quelque chose. Elle signifie que la version officielle n'a jamais suffi, que le dossier est resté ouvert dans l'inconscient collectif, que quelque chose, dans la disparition des Cathars, a laissé l'impression d'une perte plus vaste que celle d'une simple dissidence religieuse. Et si c'était justement cela,
la dernière révélation des archives secrètes cathares sur l'humanité? L'homme ne supporte pas seulement le mystère. Il a besoin de mystère quand l'histoire est devenue trop étroite pour contenir la blessure qu'elle a produite. Autrement dit, lorsque des êtres sont détruits de manière trop complète, trop méthodique, trop proprement justifiée, le réel lui-même devient suspect. Alors naissent les récits parallèles, les traditions secondaires, les phrases attribuées aux derniers condamnés, les trésors qu'on n'a jamais retrouvés, les montagnes qui cacheraient encore une entrée, les promesses murmurées avant le feu. Prenons cette célèbre idée du laurier qui reverdirait après 700 ans, souvent attribuée dans la tradition moderne à Bélibastre. Elle est largement reprise aujourd'hui dans des milieux ésotériques, spirituels ou mémoriels, et a nourri des formes contemporaines de retour, cathare ou de pèlerinage symbolique. Mais son statut de parole médiévale authentiquement attesté reste hautement problématique. En clair, la formule existe dans la mémoire moderne. Elle a une vraie efficacité symbolique, mais l'historien doit être prudent sur son authenticité comme dernière phrase documentée. C'est frustrant, je sais. C'est même délicieux pour les fabricants de légendes. Mais cette prudence nous apprend quelque chose d'essentiel. L'humanité produit du mythe exactement là où les archives ne suffisent plus à calmer sa fin de sens. Tu vois comme tout se retourne. Au début, on croyait chercher ce que les cathares savaient. À la fin, on découvre surtout ce que nous ne supportons pas de ne pas savoir. Le secret se déplace de leur monde vers le nôtre. Peut-être que les archives secrètes ne révèlent pas un contenu interdit au sens banal du terme. Pas une formule magique. Pas une carte du ciel dissimulée sous les pierres de Montségur. Pas un évangile explosif capable de faire tomber les États. Leur vraie puissance est plus lente, donc plus durable. Elle révèle que l'être humain est une créature de fracture. Une créature qui vit à la surface tout en pressentant une profondeur. Une créature qui fabrique des systèmes, des empires, des doctrines, des justifications, puis qui tremble parfois devant une intuition presque enfantine. Ce monde-là n'est peut-être pas le tout du monde. Et cette intuition, les cathares l'ont poussée jusqu'à une forme presque intenable. Ils l'ont poussée si loin qu'ils ont fini par faire de la matière elle-même un problème, du corps un exil, de l'histoire une chute, de la naissance une forme d'emprisonnement. On peut contester leur réponse, bien sûr. On doit même la contester par endroits. Leur dualisme absolu ne résout pas tout. Il peut rendre le réel presque inhabitable. Il peut tourner l'existence en suspicion permanente. Mais leur question, elle, demeure d'une redoutable fraîcheur. Pourquoi le monde humain paraît-il si souvent construit contre ce qu'il prétend honorer? Pourquoi ceux qui parlent le plus du bien produisent-ils parfois les pires mécanismes? Pourquoi les institutions qui promettent la protection deviennent-elles si souvent des machines à surveiller? Pourquoi l'abondance ne guérit-elle pas le vide? Pourquoi la puissance s'accompagne-t-elle si régulièrement d'une misère intérieure? Pourquoi l'homme, qui se vante de posséder la terre, semble-t-il si rarement habiter sa propre âme? Les cathares répondaient à leur manière, trop radicalement pour beaucoup, trop dangereusement pour les pouvoirs, mais ils forçaient au moins à regarder la fissure au lieu de la repeindre. Et c'est peut-être cela que l'archive garde, même déformée, même réduite à des cendres et à des interrogatoires, non pas une solution définitive, mais l'interdiction de dormir complètement. Tu as remarqué? Les grands systèmes ont toujours peur de certains types d'hommes et de femmes, pas forcément des plus armés, pas forcément des plus nombreux. Ils ont peur de ceux qui ne croient plus entièrement au décor, parce que quelqu'un qui ne croit plus tout à fait au décor devient difficile à acheter, difficile à flatter, difficile à faire participer à son propre enfermement.
Les Cathares ont peut-être perdu toutes les batailles visibles, mais ils ont laissé une image très dangereuse, celle d'êtres humains pour qui la vérité intérieure comptait davantage que le triomphe extérieur. Ce genre d'image ne meurt jamais tranquillement. Il réapparaît sous d'autres formes, chez les dissidents, chez les mystiques, chez certains ermites, chez des écrivains traqués, chez des peuples qui n'acceptent plus la langue du vainqueur, chez des individus ordinaires qui, un jour, cessent tout simplement de confondre réussite et salut. Alors oui, il faut faire le ménage. Il faut distinguer les sources médiévales des fantasmes modernes. Il faut séparer les manuscrits cathares réellement conservés, les registres inquisitoriaux authentiques, les rituels attestés, d'un côté, et de l'autre, les récits tardifs qui les transforment en gardiens du Graal ou en prophètes d'un âge nouveau. Sinon, on trahit aussi leur histoire. Mais une fois ce ménage fait, le silence qui reste n'est pas vide. Il est plus fort encore, parce qu'il ne repose plus sur des effets spéciaux. Il repose sur une simple évidence. Un petit nombre d'êtres humains a préféré le feu, l'exil, la clandestinité ou la faim, plutôt qu'une rétractation complète de ce qu'ils tenaient pour vrai. Et cela suffit déjà à poser un problème immense à toute civilisation qui prétend être l'unique forme possible du réel. Voilà pourquoi, au fond, les archives cathares parlent moins du Moyen-Âge que de l'homme lui-même. Elles montrent que l'être humain n'est jamais complètement ajusté au monde qu'il habite, qu'il peut vivre dans une société et ne pas lui appartenir totalement, qu'il peut obéir en surface tout en gardant ailleurs son centre de gravité, qu'il peut perdre des institutions, des livres, des forteresses, des chefs, et conserver pourtant quelque chose de plus difficile à saisir, une orientation intérieure. Tu peux appeler cela une âme. Tu peux appeler cela une conscience. Tu peux appeler cela une mémoire antérieure. Tu peux appeler cela, si tu préfères, la partie de l'homme que le monde matériel n'arrive jamais à digérer entièrement. Les Cathares, eux, avaient choisi leurs mots. Et l'Occident officiel a tout fait pour le rendre imprononçable. Mais regarde bien le paradoxe final. Ceux qui les ont détruits ont aussi assuré leur survie partielle. Sans les registres, sans les condamnations, sans les interrogatoires, sans les efforts obsessionnels de l'Inquisition pour tout noter, une grande part de ce monde aurait disparu sans trace. Quelle ironie presque parfaite. Le pouvoir qui voulait maîtriser la mémoire a dû l'écrire. Le feu qui voulait effacer a obligé la plume à conserver. Comme si l'histoire avait glissé, au dernier instant, une lame de lumière sous la porte. Et cette lame, aujourd'hui encore, coupe. Elle coupe les certitudes trop tranquilles. Elle coupe l'orgueil des vainqueurs. Elle coupe le récit trop simple d'un progrès linéaire, où la vérité serait toujours du côté des institutions qui survivent. Elle coupe aussi nos illusions modernes, peut-être plus polies, mais pas forcément moins oppressantes. Parce qu'au fond, la question que posèrent les Cathares n'a jamais cessé de revenir. Elle revient dans les époques de saturation, dans les périodes où tout s'accélère, dans les sociétés qui consomment beaucoup et comprennent peu, dans les vies qui réussissent extérieurement et s'effondrent silencieusement à l'intérieur. Elle revient quand quelqu'un ose se demander « Et si je n'étais pas fait pour épouser parfaitement ce monde ? Et si mon malaise n'était pas seulement une faiblesse personnelle, mais le signe que quelque chose cloche dans la structure même du décor ? Et si la vraie pauvreté n'était pas de manquer de choses, mais d'avoir perdu la route qui mène vers soi ? » Les Cathares n'offrent pas une réponse confortable. C'est pour cela qu'ils sont encore vivants. Les réponses confortables vieillissent très vite. Les questions dangereuses, elles, traversent les siècles. Alors que révèlent les archives secrètes cathares sur l'humanité ? Peut-être ceci.
que l'homme est un être capable de pressentir sa captivité, capable aussi de l'oublier, capable de vendre cet oubli comme une civilisation, capable de tuer pour le protéger, mais capable parfois, dans une maison pauvre, sur un chemin de montagne, au seuil d'un bûcher, de se souvenir encore qu'il n'est pas né seulement pour servir la matière, la peur et le mensonge. Et si ce souvenir est réel, même une seule fois, alors toute l'histoire humaine change légèrement de visage, parce qu'il devient possible qu'au milieu du vacarme, de la force, de l'administration, des dogmes et des ruines, il y ait toujours eu une autre lignée. Pas forcément une lignée de sang, une lignée de regard, une lignée de refus, une lignée de conscience qui, d'âge en âge, reconnaissent le piège sans toujours pouvoir le nommer. Les cathares ont été l'un de ces noms, peut-être pas le seul, peut-être même pas le plus exact, mais un nom assez brûlant pour que, des siècles plus tard, nous soyons encore là, à écouter la cendre, comme si elle allait répondre. Et c'est peut-être ça, le dernier secret. Le feu n'a pas tout détruit. Il a laissé une forme de question tellement pure qu'elle n'a plus besoin de temple. Elle voyage seule désormais, dans les livres, dans les ruines, dans les légendes, dans les doutes. Dans ce moment très précis où quelqu'un regarde le monde autour de lui et murmure, sans savoir pourquoi, ce n'est pas possible que tout se réduise à cela. Si cette histoire t'a suivi jusqu'ici, alors garde au moins ceci. Il existe des vérités qu'on ne possède pas. On ne peut que s'en approcher, avec prudence, avec humilité, avec une méfiance égale envers les dogmes officiels et envers les fantasmes qui enjolivent tout. Entre les deux, il reste parfois un fil, très fin, très ancien. Et c'est souvent sur ce fil que l'humanité révèle ce qu'elle a de plus fragile et de plus irréductible. Merci d'avoir traversé cette nuit avec moi. Si cette plongée dans les archives secrètes cathares t'a parlé, laisse une trace sous la vidéo. Dis-moi ce que, toi, tu crois qu'ils avaient compris de l'humanité. Abonne-toi pour la suite des enquêtes, parce qu'il y a encore d'autres dossiers où l'histoire officielle commence à trembler. Et surtout, où que tu sois, prends soin de ta lumière. À très vite.